Bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition où aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir continuer avec vous la lecture des fables de La Fontaine. Vous connaissez tous Jean de La Fontaine. Je vous fais quand même un petit récapitulatif. Donc Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 et mort le 13 avril 1695. Vous connaissez tous Jean de La Fontaine qui est un poète français surtout connu pour les fables de La Fontaine. Fables que vous avez apprises par cœur à l'école, étudiées à l'université ou peut-être récitées sur les scènes de théâtre. Les fables rencontrent encore un grand succès aujourd'hui avec les messages qui restent d'actualité. Donc Laura avait déjà commencé la lecture. Je reprends la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée en ma compagnie. Le mal marié. Que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je chercherai femme. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme, assemblant l'un et l'autre point. Ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymens, aucun d'eux ne me tente. Cependant, des humains presque les quatre parts s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les quatre parts aussi des humains se repentent. J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti, ne put trouver d'autre parti que de renvoyer son épouse, querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt. Puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enragés, l'époux était à bout. Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout. Monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant que monsieur à la fin, lassé d'entendre un tel lutin, vous la renvoie à la campagne, chez ses parents. La voilà donc compagne de certaines Phyllis qui gardent les dindons avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelque temps, qu'on l'a crue adoucie, le mari la reprend. Eh bien, qu'avez-vous fait? Comment passiez-vous votre vie? L'innocence des champs est-elle votre fait? Assez, dit-elle, mais ma peine était de voir les gens plus paresseux qu'ici. Ils n'ont des troupeaux nul soucis. Je leur savais bien dire et m'attirer la haine de tous ces gens si peu soigneux. Et madame reprit son époux tout à l'heure, si votre esprit est si hargneux que le monde qui ne demeure qu'un moment avec vous et ne revient qu'au soir est déjà lassé de vous voir. Que feront des valets qui toute la journée vous verront contre eux déchaînés? Et que pourra faire un époux que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous? Retournez au village. Adieu. Si de ma vie, je vous rappelle et qu'ils m'en prennent envie, puissais-je chez les morts avoir vous pour mes péchés, deux femmes comme vous sans cesse à mes côtés. Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins en leur légende disent qu'un certain rat, là des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras.
Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelques secours contre le peuple chat. Ratopoli était bloqué, on les avait contraints de partir sans argent. Attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. Ayant parlé de cette sorte, le nouveau s'enferma à sa porte. Qui désignai-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Le héron, la fille. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emméché d'un long cou. Il côtoyait d'une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours. Avec le brochet son compère, le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre. Qu'il eut un peu plus d'appétit, il vivait de régime et mangeait à 16 heures. Après quelques moments, l'impétit vint. L'oiseau s'approchant du bord vit sur l'eau des tanges qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux. Comme le rat du bon Horace. Moi des tanches, dit-il, moi héron que je fasse, une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien la dînée d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière. Point froid et point jaloux. Notez ces 2 points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien de la naissance, de l'esprit, enfin tout, mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de le pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi à moi? Quoi à ces gens-là? L'on radote, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela. C'était tout, car les précieuses
font dessus toutes les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir, adieu tous les amants. 1 an se passe et 2 avec inquiétude. Le chagrin vint ensuite, elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Pour ses traits choquer et déplaire, puis sans sorte de phare, ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps, cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, que n'est cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité changea alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari. Je ne sais quel désir, je lui disais aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. » Les souhaits. Il est aux Moghols des follets qui font office de valets, tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage, vous gâtez tout. Un d'eux près du Gange autrefois, cultivait le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travaillait sans bruit, avait beaucoup d'adresse, aimant le maître et la maîtresse. Et le jardin, surtout. Dieu aussi, c'est les zéphyrs, peuple ami du démon, l'assistait dans sa tâche. Le follet de sa part, travaillant sans relâche, comblait ses hôtes de plaisir. Pour plus de marques de son zèle, chez ces gens pour toujours il se fut arrêté. Nonobstant la légèreté, à ses pareils si naturels. Mais ses confrères, les esprits, firent tant que le chef de cette république, par caprice ou par politique, le changea bientôt de logis. Ordre lui vient d'aller au fond de la Norvège, prendre le soin d'une maison, en tout temps couverte de neige, et d'un doux qu'il était en vous, le fait lapon. Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes « On m'oblige de vous quitter, je ne sais pour quelle faute, mais enfin, il le faut, je ne puis arrêter. Qu'un temps fort court, 1 mois, peut-être 1 semaine, employez-la. Formez 3 souhaits, car je puis rendre 3 souhaits accomplis, 3 sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une peine, étrange et nouvelle aux humains. Ceci pour premier vœu demandant l'abondance. Et l'abondance à pleine main verse en leur coffre la finance. En leur grenier le blé, dans leur cave les vins. Tout en crève. Comment ranger cette chevanche? Quel registre, quel soin, quel temps il leur fallut. Tous deux sont empêchés, si jamais on le fut. Les voleurs contre eux complotèrent, les grands seigneurs leur empruntèrent. Le prince les taxa. Voilà les pauvres gens malheureux, par trop de fortune. Ôtez-nous de ces biens l'affluence importune, dirent-ils l'un et l'autre, heureux les indigents. La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor, fuyez. Et toi, déesse, mère de bon esprit, compagne du repos, ô médiocrité, reviens vite. À ces mots, la médiocrité revient.
on lui fait place, avec elle il rentre en grâce. Au bout de 2 souhaits, étant aussi chanceux qu'ils étaient ce que sont tous ceux qui souhaitent toujours et perdent en chimère le temps qu'il ferait mieux de mettre à leurs affaires. Le follet en rit avec eux, pour profiter de sa largesse. Quand il voulut partir et qu'il fit sur le point, ils demandèrent la sagesse. C'est un trésor qui n'embarrasse point. La cour du lion. Sa Majesté lionne, un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait naître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulation écriture. Avec son sceau, l'esprit porté qu'un mois durant le roi tiendrait. Cœur plénière dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre, un vrai charnier, dont l'odeur se porta. D'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva fort cette sévérité, et flatteur excessif, il loua la colère, et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur. Qu'il ne fût aille au prix, sa sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore punie. Ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi. Parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils s'en tirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fait d'adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Les vautours et les pigeons. Mars autrefois mit tout l'air en émeute. Certains sujets fit naître la dispute. Chez les oiseaux, non ceux que le printemps mène à sa cour et qui nous, sous la feuillée, par leur exemple et leurs soins éclatants, font que Vénus est en nous réveillée. Ni ceux encore que la mère d'amour met à son char, mais le peuple vautour, au bec retors, à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang, je n'exagère point. Si je voulais écouter de point en point, tout le détail, je manquerais d'haleine. Main chef périt, je manquerais. Main chef périt, main héros expira, et sur son roc Prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leur effort, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse, et ruse, et surprise, tout s'employa, les 2 troupes éprises, d'ardents courroux, n'épargnait nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens, le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres,
Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation. Au col changeant, au cœur tendre et fidèle, elle employa sa méditation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon, furent choisis et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent, ils firent trêve et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race à qui la leur aurait dû rendre grâce. La gente maudite, aussitôt poursuivie, tous les pigeons en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs, peu de prudence entre les pauvres gens, d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours déviser les méchants, la sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, où vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci soit dit en passant, je me tais. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu, l'attelage sué, soufflé était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit, faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin. Qu'aucun aide aux chevaux à se tirer d'affaire, le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons alors qu'il s'agissait. Dame Mouche va s'enchanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive en haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, monsieur les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. La laitière et le pot-au-lait. Perrette sur sa tête, ayant un pot-au-lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis à ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employer l'argent. Acheter un 100 d'œufs faisait une triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile. S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon, le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau.
Perrette, là-dessus, saute aussi transportée. Le lait tombe, adieu aux veaux vaches cochons couvés. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean, comme devant. Le curé et la mort. Un mort s'en allait tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons, et des psaumes et des leçons, et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouart couvait des yeux de son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor. Et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous, tout en argent, et tant en cire, et tant en notre menu coût. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette, du meilleur vin des environs. Certaines nièces assez proprettes, et sa chambrière Paquette, devait voir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heure survint, adieu le char. Voilà messire Jean Chouart, qui a du choc de son mort à la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement toute notre vie. Et le curé Chouart, qui sur son mort comptait, est la fable du pot au lait. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune? Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune. De ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas? Vous valez 100 fois mieux. Mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle des yeux? Et puis la papauté vaut-elle qu'on quitte le repos, trésor si précieux, qu'on faisait jadis le partage des dieux? Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse. Elle vous cherchera. Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établis, possédant quelques biens, l'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour
si nous quittions notre séjour. Vous savez que nul n'est prophète. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami, pour moi je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain, et un lieu que devait la déesse bizarre, fréquenté sur tout autre, et ce lieu c'est la cour. Là donc pour quelque temps, il fixe son séjour. Se trouvant au coucher, au lever à ces heures, que l'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien, qu'est ceci, se dit-il, cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ces demeures, je la vois tous les jours entrer chez celui-ci. Chez celui-là, d'où vient qu'aussi, je ne puis héberger cette capricieuse. On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, adieu, suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune, a dit-on, des temps blassurate. Allons là, ce fut d'un dire et s'embarquer, âme de bronze, humain, celui-là fut sans doute, armé de diamants qui tenta cette route, et le premier osa l'abîmer défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village, plus d'une fois, essuyant les dangers, des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort, avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en des rives lointaines, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'heure distribuait ses grâces. Il y court, les mers étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon qui donne les sauvages. Demeure en ton pays par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, celui qui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit, heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par oui dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire, fortune qui nous fait passer devant les yeux, des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde, on suit sans que les faits aux promesses répondent. Désormais je ne bouge et ferai 100 fois mieux. En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. C'est ainsi que se termine ma première lecture des Fables de La Fontaine. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et que vous n'avez pas hésité à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si vous vous couchez et une bonne journée si vous vous levez. À bientôt sur D8.